Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com pour votre rendez-vous sur vos finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons parler de viager. Le viager, ça permet de préparer sa retraite, notamment de la financer ou de trouver à terme un logement. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les précautions à prendre? Eh bien, nous recevons aujourd'hui Benjamin Mabille de BM Finance. Bonjour. Bonjour. Pendant 30 minutes, il va répondre à toutes vos questions autour du viager. Et on commence sans plus tarder avec la question d'Angèle qui vous demande: acheter une maison en viager, est-ce raisonnable en ce moment? Bien sûr que c'est raisonnable. C'est toujours raisonnable d'acheter une maison en viager puisqu'on l'achète moins cher que sa vraie valeur. Puisqu'une maison en viager, c'est une maison qui est occupée, donc on achète moins cher. Après, ça dépend ce que Angèle veut faire et réellement, c'est raisonnable par rapport à quoi? Par rapport à ses finances. Il faudrait connaître un petit peu mieux ses finances pour savoir si dans son budget c'est bien ou pas. Mais acheter moins cher, c'est intéressant. Alors, on va sans doute largement développer cet aspect tout au long des questions qui vont vous être posées. On continue avec Nicole qui vous dit: est-ce qu'il faut passer devant un notaire pour une vente en viager? Tout à fait, c'est obligatoire, puisque quand on fait un viager, ça va passer par un acte de vente, et le seul en France à pouvoir rédiger l'acte, c'est le notaire. Donc on est obligé de passer par un notaire. Question de Pierre, on poursuit, qui nous dit: bonjour Monsieur Mabille, comment répartir le montant de la rente et de la soulte? Alors peut-être expliquer la notion de rente dans le viager et la soulte. Tout à fait. Alors Pierre, c'est une bonne question. En fait, le bouquet et la rente, c'est, je dirais vraiment, le vendeur qui va choisir. Alors, je ne sais pas si Pierre est un vendeur, mais c'est lui qui va choisir, puisqu'on va déterminer la valeur du bien ensemble. La première étape, c'est une estimation. Ensuite, on va estimer la valeur occupée par rapport à son âge. Et ensuite, nous, chez BM Finance, la différence qu'on a avec les autres, c'est qu'on est un cabinet de conseil en stratégie fiscale et patrimoniale. On va voir réellement de quoi ils ont besoin. On va faire une mini-étude patrimoniale pour dire, voilà, quelles dépenses vous avez à faire. Si vraiment vous n'avez pas grand-chose à dépenser, Pierre, on va vous dire, prenez un maximum de rente pour mieux vivre votre retraite, pour vous assurer, par exemple, dans les années à venir, si vous êtes touché par la dépendance, des services à la personne, à la maison, pour vous payer une maison de retraite. Bon, on va dire, allez vers la rente. Si au contraire, vous avez des enfants, et que vos enfants ont besoin d'argent parce qu'ils ont des projets, créer une entreprise, acheter une maison, là, on va vous dire, au contraire, prenez un maximum de bouquets et un minimum de rente. En fait, on a toujours une valeur, et cette valeur, on va la répartir en bouquets, en rente, par rapport aux besoins de la personne qui vend. Donc c'est propre à chaque cas, à chaque besoin qu'a une personne qui souhaite vendre en viager. Exactement. Il n'y a pas de règle universelle, c'est la négociation en fait. Exactement. C'est qu'une négociation, la règle qu'il y a, c'est qu'il y a une valeur de bien, et ensuite il y a une valeur occupée suivant l'âge. Et c'est cette valeur occupée qu'on va répartir. Question de Fox: peut-on prendre un viager avec ses parents même s'il y a plusieurs enfants? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être à plusieurs sur un viager en fait? Alors on peut être à plusieurs sur un viager, effectivement. La question, si c'est acheter le bien des parents en viager, là il faut faire très attention parce que c'est très contrôlé par le fisc pour que ça ne soit pas une donation déguisée. Mais on peut acheter en étant associé avec des parents, avec des amis. Il faut faire attention, chacun est solidaire de la rente qu'il faut payer. D'accord. On a quelques questions autour du terrain. Autour du viager sur un terrain, et la question c'est celle d'Amanda qui vous demande: Monsieur Mabille, est-ce que le viager peut porter sur un terrain? Bien sûr. Il n'y a pas d'interdiction? Non. Tout bien immobilier en fait, une En maison. fait, tout bien immobilier, tout terrain, tout peut se faire en viager, puisque du moment où c'est de l'immobilier, ça peut être vendu avec un paiement viager. Mais je vous dirais même plus que demain, vous pouvez très bien acheter une voiture en viager, pourquoi pas. C'est pas de l'immobilier, mais le viager, c'est un mode de paiement. On va payer jusqu'à ce que la personne parte. Après, c'est la vie du bien qui soit encore en bon état au moment où on le récupère. Exactement. On poursuit avec Thierry qui vous demande: bonjour, est-ce que l'acheteur d'un terrain en viager peut y construire une maison? Oui, il peut. D'accord. On peut tout faire à partir du moment. On peut tout faire. Le viager, il faut bien comprendre qu'il faut payer un bouquet, c'est une somme chez le notaire, et une rente toute la vie durant de la personne qui a vendu. Donc le terrain qui soit occupé par une maison ou non occupé, quelque part, on a le droit de construire si la personne qui vend l'autorise. Si c'est un terrain où il n'y a pas de maison, bien évidemment, on a acheté, on a le droit de construire. Ce qu'il faut, c'est toujours payer la rente.
C'est ça l'important. Mais là, vu que c'est juste le terrain, il ne faut pas un accord de la personne qui a gardé l'usufruit, en fait. Hein, puisqu'en fait, le viager est une forme de démembrement. Tout à fait. Alors, dans le viager, effectivement, c'est une forme de démembrement. Si c'est un terrain pur, ça veut dire qu'on a vendu en viager libre. La personne âgée n'habite pas sur le terrain. En tout cas, je ne lui souhaite pas. Donc, ça s'appelle du viager libre. Dans le cas du viager libre, on doit payer sa rente, son bouquet, mais en fait, on fait ce qu'on veut. On peut habiter dedans, on peut le mettre en location, ou si c'est un terrain, on peut le laisser en jachère. Mais donc, il n'y a pas besoin d'autorisation. La seule autorisation qu'on va avoir, on achète un terrain, c'est du viager, on veut faire construire, il faut demander à la mairie, bien évidemment, un permis de construire. Bien sûr, ça, c'est le processus classique. Voilà. Mais alors, quel est l'intérêt pour le vendeur d'un terrain, de mettre un terrain en viager? Alors, parce que pour une maison, on peut comprendre ce qu'il peut encore l'habiter, un appartement. Mais non, pareil, parce que là, en fait, quand on parle de terrain, ça veut dire, par défaut, ce que je comprends, c'est que le terrain, il n'est pas occupé. Et donc, c'est plus un viager occupé, c'est un viager libre. Et là, c'est très, très intéressant parce qu'on a beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui ne le savent pas. Ils ont soit un terrain, soit un appartement qui est occupé, ils touchent des loyers. Mais en fait, en le vendant en viager libre, ils ne vont plus avoir aucune charge sur ce terrain ou sur cet appartement, ni foncière, ni charge si c'est un appartement courante. Et là-dessus, ils vont pouvoir toucher une rente à vie. Et souvent, on va s'apercevoir, alors là je sors un peu, mais je parle de l'appartement où on a un loyer, on va s'apercevoir qu'on va toucher voire 2 fois ou 3 fois plus de rente que de loyer. Donc c'est intéressant parce qu'on touche beaucoup plus d'une part, mais qu'en plus, comme c'est une rente, c'est fortement défiscalisé. Rendez-vous compte, si vous avez plus de 71 ans, vous avez un abattement de 70%. 2-3 fois plus de montant et moins 70%. C'est sûr. Fiscalement, c'est intéressant. Question d'Arnaud. Bonjour Monsieur Mabille. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le viager était moins cher qu'un bien normal. Oui. En quoi est-il moins cher? Très simple. Je vous prends un exemple que je prends souvent. Si on prend un homme qui a 79 ans, on estime une maison à 300 000 euros. Cet homme de 79 ans, il a une maison de 300 000 euros. S'il la vend 300 000 euros, vente classique. S'il la vend en viager, attention, il a presque 10 ans d'espérance de vie. On ne va pas la vendre 300 000 euros puisqu'il habite dedans. On va la vendre 300 000 euros moins son espérance de vie. Donc on va la vendre exactement la valeur de la nue propriété, c'est-à-dire 191 000 euros. Donc acheter 191 000 euros, c'est acheter moins cher. On n'achète pas 300, on achète 191 000. Peut-être pour compléter la question ou la réponse à Arnaud, il existe des tables, c'est-à-dire que la loi fiscale, le code des impôts précise les âges et la répartition de la nue propriété de l'usufruit. Exactement. Et c'est ça qui fait la base de la valeur, qui complète le prix, la construction du prix qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Et on est obligé de se mettre sur ces tables. C'est vraiment la seule et la plus grosse règle à respecter parce que le prix doit être le bon et les notaires doivent, et dans 99,9%, vérifier le prix de la valeur occupée que l'on donne. Mais ça, ils ont bien l'habitude, les notaires, ils font ça tous les jours avec les successions. Et pour éviter toute incompréhension de nos lecteurs, ce prix du viager ne porte uniquement sur la nue propriété, il ne concerne pas le prix dont on a évoqué là, on défalque l'usufruit, après on répartit la soulte et la rente qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça? Exactement, en fait il y a toute petite nuance. Effectivement, nous on vend la nue propriété. Lorsque on fait une nue propriété pure, on ne fait plus un viager, la personne garde l'usufruit. Lorsqu'on fait un viager, la personne ne garde pas l'usufruit, mais elle garde le droit d'usage. Voilà. Mais réellement, le calcul qui nous intéresse, nous, combien on va dépenser pour un achat, on va dépenser la valeur de la nue propriété. Donc forcément, on va acheter entre 30 et 50% moins cher que la valeur du bien. C'est normal, la personne est dedans, elle va vivre 10, 15, 20 ans, on ne peut pas le vendre le même prix. Oui, puisqu'on ne peut pas l'utiliser, on n'est pas dedans. Voilà. Question de Lionel, est-ce qu'un achat en viager est définitif ou peut-on renoncer pendant la durée du contrat? Alors, rien n'est définitif dans la vie. C'est un achat d'un bien immobilier. Vous l'achetez aujourd'hui en 2013. Dans 5 ans, vous apercevez que vous ne pouvez plus payer la rente ou la rente que vous payez mensuellement vous dérange. Vous pouvez revendre votre viager. Ça se revend sans problème. La personne, bien évidemment, a un peu plus d'âge. Votre vendeur, s'il avait 70 ans, il a 75. Donc forcément, vous allez vendre un peu plus cher. Et puis, d'ici 5 ans, est-ce qu'il y aura de la plus-value ou pas, on ne sait pas, mais l'immobilier, ça a tendance à augmenter malgré tout. Donc effectivement, on peut revendre, et en général, bien évidemment, on vend plus cher. Est-ce que la personne qui vit encore, qui a vendu son viager, a un droit de regard sur ce nouvel acheteur de viager? Alors, elle n'a pas de droit de regard,
Par contre, elle est doublement sécurisée, c'est-à-dire que vous avez le premier investisseur qui a acheté, qui paye sa rente. Et ça, c'est très important pour nos personnes âgées. Et chez BM Finance, on y tient. Chez le notaire, on met ce qu'on appelle un privilège de vendeur au bureau des hypothèques. Donc c'est une inscription au bureau des hypothèques avec une clause résolutoire à la vente. C'est-à-dire que si la personne qui a acheté ne paye pas, la vente est annulée. On me demande un mois de carence. Si un mois, une rente n'est pas payée, la personne a le droit, la personne âgée, de demander l'annulation. Maintenant, si on revend, on a revendu, on est toujours dans le contrat. Donc on est toujours obligé de payer. Le nouvel acheteur, c'est lui qui paye maintenant. Mais s'il ne paye pas, la personne âgée, ce n'est pas son problème. Elle va aller voir son premier contrat. Donc il y a double garantie. J'ai deux personnes. D'accord, donc il faut que le premier vendeur prenne quelques précautions sur fait. le deuxième, parce que finalement, il reste quand même concerné par le viager. Exactement. D'accord. Donc il faut faut bien border les choses. Il ne faut pas revendre à n'importe qui. D'accord. Et ça veut dire, tout à l'heure, vous précisiez que ça se passait devant un notaire. Vous savez, il faut retourner devant le notaire. Tout à fait. Et mettre les clauses qu'il faut. Automatiquement, il y a un achat avec un nouveau propriétaire à chaque changement de propriétaire, mais c'est rare quand même qu'il y ait beaucoup de changements de propriétaire sur du viager. Mais à chaque changement, il faut repasser devant un notaire pour remettre une clause de privilège de vendeur avec clause résolutoire à la vente. Pareil. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire à Lionel, c'est qu'en fait, il n'est pas complètement dédouané de tout ce qui va se passer une fois qu'il s'est séparé du viager. Voilà. Donc, il faut bien choisir le nouvel Exactement. acheteur. Alors, vous parliez de litige, on a quelques questions dessus. La première de Jacques qui vous dit « Bonjour, mon logement est vendu en viager, vient de connaître un sinistre, la toiture du garage est partiellement tombée, dois-je prévenir l'acheteur? Qui répare ?» Ça, c'est une bonne question. Et Jacques, c'est bien de la poser, parce qu'en fait, il a vendu en viager, il faut qu'il regarde dans son contrat, puisque le notaire établit le contrat. Nous, on est là pour conseiller, et pour conseiller nos vendeurs. Et automatiquement, normalement, ce qu'il y a marqué dans le contrat de vente, c'est que tout ce qui est gros travaux, ce n'est plus la charge de Jacques, c'est la charge de l'acheteur. Jacques, normalement, il est comme un locataire, mais il est locataire indélogeable. Il est chez lui, on ne pourra jamais le déloger. Donc, ce n'est pas, entre guillemets, à un locataire de réparer une toiture. Donc normalement, ce n'est pas à lui. Alors il est assuré, Jacques, son propriétaire est assuré, c'est au propriétaire et à lui-même de faire une déclaration de sinistre à l'assurance, mais ça ne sera pas à lui de s'en occuper. D'accord, donc c'est plutôt l'assurance de Jacques qui risque de prendre en compte cet aléa. Ça va être l'assurance, à mon avis, de l'acquéreur, puisque c'est du gros travaux. D'accord. Voilà. Donc il faut prévenir l'acheteur et ensuite convenir avec lui des modalités de réparation. Voilà, parce que lui, il a une assurance occupant en fait maintenant. Jacques, c'est plus s'il a une fuite d'eau chez lui, il y a des dégradations à l'intérieur, il va faire marcher son assurance. Maintenant, effectivement, une toiture qui s'effondre, là, c'est le propriétaire non occupant qui va aussi appeler son assurance. Malgré tout, il vaut mieux appeler les deux assurances et faire chacun la déclaration. Ce qui veut dire qu'il faut faire quand même, bien que ce soit un viager, il faut faire quand on achète, il faut faire le même diagnostic que quand on achète un logement qu'on va tout de suite habiter, c'est-à-dire bien l'expertiser pour pas qu'il y ait des aléas comme celui-ci qui puissent arriver. Exactement, c'est pareil. D'accord. Mais bon, là, les assurances vont payer. C'est des intempéries, il n'y a pas de problème. Théoriquement. Théoriquement. Question de Liliane. Bonjour, j'ai 68 ans et j'aimerais mettre mon appartement en viager. La personne qui est intéressée me demande qu'il soit possible de renégocier les conditions tous les ans après mes 76 ans. En a-t-elle le droit? Non. Je vous dirais non. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas négocier. Vous pouvez négocier tout ce que vous voulez, mais il y a un prix. Il y a un prix et en viager, ça va avec l'espérance de vie. Donc on ne peut pas renégocier. Il y a une espérance de vie, on calcule avec. C'est trop facile de vouloir renégocier après. Maintenant, on peut après amicalement vouloir négocier des choses, mais le prix se définit lors de la signature de l'acte de vente. Donc il n'y a pas de raison que la rente diminue quand elle a 76 ans et qu'elle en aura peut-être encore plus besoin. Par contre, si la rente augmente, je pense que ça ne posera pas de problème. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que, pour résumer, Liliane, si c'est sur le montant, niet. Si c'est les modalités soult, rente, il peut y avoir des petites marges. On peut avoir plus, on peut toujours négocier pour avoir plus, pour avoir moins, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, le calcul, il est fait dès le départ pour rembourser la valeur de la nue propriété. Donc, si on dit à 76 ans, on diminue, ça veut dire qu'on ne va plus rembourser la valeur. Ou alors, pourquoi pas, hein, on pourrait dire, au début, je vous donne plus. Imaginons, on fait un tableau, ça fait 1 000 € par mois, toute votre vie. Mais finalement, la personne veut plus au début, c'est peut-être son cas.
et on dit je vous donne 1005 parce qu'elle veut plus. Mais à 76 ans, je vous donne moins, mais le résultat c'est qu'au terme de l'espérance de vie, on arrive bien à un montant qu'on doit rembourser. D'accord. Voilà. Mais ça se voit très rarement. Donc, il faut que Liliane regarde ce sur quoi l'acquéreur souhaite négocier. Qu'elle fasse attention, qu'elle prenne quelqu'un, que ce soit BM Finance ou un notaire, pour bien vérifier les montants et qu'on tombe bien sur des montants qui fassent qu'elle soit protégée, que ce soit bien remboursé la valeur de nue propriété. Sinon, Liliane, il faut trouver un autre acheteur qui souhaite moins revoir les clauses. Question d'Evelyne. Monsieur Mabille, pardonnez-moi pour cette question simplette. La vente en viager se fait-elle avec ou sans les meubles ? Un viager, c'est de l'immobilier, donc ça se fait sans les meubles. Maintenant, vous pouvez tout à fait laisser les meubles à celui qui achète le bien. Mais ça ne rentre pas en compte dans le prix. Ça rentre pas dans le prix. C'est un élément de la négociation. Non, ça ne rentre pas dans le prix. Maintenant, on pourrait éventuellement, ça se fait dans l'immobilier, dire ma cuisine est équipée, donc elle a une valeur, donc cette partie-là rentre dans le prix. Maintenant, une cuisine qui est équipée, si Evelyne elle a 10 ans d'espérance de vie, dans quel état sera la cuisine dans 10 ans ? Je ne sais pas. Donc, mais ça se négocie à côté. S'il y a des meubles qui intéressent l'acquéreur, il faut le négocier, mais à côté. Il y a le contrat viager, à côté, on peut négocier ce qu'on veut. D'accord. Voilà. C'est la liberté de négociation. C'est ce que je conseille, on va séparer les choses. Question d'Isa, qui vous dit « Bonjour, je suis très intéressé par l'achat d'un corps de ferme rénové et proposé en viager. La bâtisse est très grande. Monsieur Mabille, puis-je habiter une partie de la ferme, à quelles conditions ?» À la condition que le vendeur vous l'autorise. Vous pouvez. Tout simplement. Il faut que ça soit dans le contrat. Il y a viager occupé et il y a viager libre. Donc viager occupé, la personne est chez elle. Viager libre, elle n'est plus chez elle. Mais si vous voulez partager, puisque c'est très grand, il faut juste que la personne qui vende soit d'accord et on le marquera dans le contrat. Et ça joue bien sûr sur le prix, sur tout. Tout à fait, puisqu'il y a une partie qui devient libre finalement. Donc comme elle est libre, c'est plus tout à fait le même prix. Mais ça se fait et je trouve que c'est très intéressant au contraire parce que ça permet aussi à une personne âgée d'avoir des fois quelqu'un d'un peu plus jeune chez elle pour l'aider. Parce que malgré tout, si les personnes vendent en viager, souvent c'est aussi parce que la dépendance arrivant, elles ont besoin d'un peu plus de revenus, d'un peu plus d'aide. Voilà, donc pour un corps de ferme, avec plaisir, et c'est même une bonne idée. Par contre, parfois, on reçoit des mails où on nous dit je vais m'occuper de madame, je vais habiter chez elle et je vais l'aider. Quand c'est un 2 pièces, je vous dirais non. Laissez la personne âgée tranquille. Voilà. Oui. Autant pour Isabelle, la situation s'y prête assez bien. Ça a l'air. Voilà. Mais il faut que les logements soient bien séparés. Exactement. Que chacun ait vraiment son espace de vie sans que l'autre empiète vraiment. Exactement. D'accord. On a quelques questions sur l'héritage. Tout à l'heure, vous avez évoqué la notion de donation. Ça a suscité des questions. Celle de Mireille qui vous dit tout simplement « Puis-je faire la donation de mon logement si je le vends en viager ?» Alors, s'il est vendu, vous ne pouvez plus le donner. Par contre, Mireille, si elle veut préparer sa succession tout de suite et donc le donner à ses enfants, elle peut. Et effectivement, elle va donner la valeur de la nue propriété. Donc elle va céder la nue propriété à ses enfants. Une fois de plus, attention, il va falloir bien calculer les bons montants et que les remboursements soient bien faits mensuellement. Donc le remboursement, c'est-à-dire les rentes, soient bien faits tous les mois, comme prévu dans le contrat, parce que le fisc surveille. D'accord. Donation déguisée. Mais ça, c'est pour l'acheteur, on est d'accord ? Ou c'est pour le vendeur qui fait la donation de la nue propriété ? Ça, c'est le vendeur, donc la personne âgée qui va faire la donation de sa nue propriété, en général aux enfants. D'accord, mais du coup, il n'y a pas vente en fait, il y a juste transmission patrimoniale. Là, ça dépend ça dépend de la taille du patrimoine. La succession aujourd'hui, c'est 100 000 euros, tous les 15 ans. S'il y a plus de 100 000 euros, on peut très bien démembrer et dire on donne 100 000 euros et une autre partie qui est démembrée, on la vend. D'accord. Voilà. Et c'est-à-dire qu'elle sort de la succession. Exactement, puisqu'elle a été vendue. D'accord. Mais là, il faut que la rente soit bien remboursée parce que le fisc surveille. Question de Sandy. Bonjour Monsieur Mabille, mes parents ont leur maison en viager depuis 7 ans. S'ils disparaissent, est-ce que j'hériterai de la maison ? Sandy, je suis désolé, mais s'ils l'ont mis en viager, c'est qu'ils l'ont vendu. Donc vous hériterez de ce qui reste du bouquet, puisque le bouquet est parti sur un compte, si bouquet il y avait, ce n'est pas obligatoire de prendre un bouquet, et vous aurez effectivement dans la succession
ce qui reste du bouquet. Peut-être expliquer ce qu'est le bouquet Tout à fait. Lorsqu'on va vendre le bien au viager, la personne âgée, quand on la rencontre avec BM Finance, on fait une étude patrimoniale. On va voir s'ils ont besoin surtout d'une rente, surtout d'un bouquet. Le bouquet, c'est la somme qu'on va toucher chez le notaire. Quand on va chez le notaire, le bouquet, c'est le chèque que va faire le notaire. Dans mon exemple, 300 000 euros, par exemple, un homme de 79 ans, donc presque 10 ans d'espérance de vie, il peut toucher 100 000 euros de bouquet et avoir 800 euros par mois, toute sa vie. Si les 100 000 euros, ils sont restés sur le compte, il va hériter des 100 000 euros. S'ils ont été dépensés, on n'héritera pas. Mais un viager, ça veut dire que ça a été vendu. D'accord. Voilà, donc c'est sorti de la succession. Sandy, la réponse. Question de Norbert. Bonjour, j'ai une maison dans l'arrière-pays de Nice. Le crédit rentier est en maison de retraite. Alors peut-être précisons crédit rentier. Alors le crédit rentier, c'est celui qui touche la rente. Et donc Norbert vous demande, Monsieur Mabille, pensez-vous que je puisse obtenir la pleine propriété de cette maison, sachant donc que le vendeur est présent en maison de retraite? C'est une bonne question. Il faut voir ce qu'il y a dans le contrat. Une fois de plus, il faut voir ce qui est écrit. Ce qui se fait d'usage et ce qu'on conseille dans les contrats BM Finance, c'est très très simple. La première, c'est de dire que si une personne âgée part plus de 365 jours, donc il faut que Norbert regarde dans son contrat si c'était fait comme on fait nous. Mais si la personne part plus de 365 jours en maison de retraite, quelque part on sait que malheureusement, elle va pas revenir chez elle. À ce moment-là, il y a perte du droit d'usage. Et là, effectivement, Norbert pourrait récupérer la pleine propriété du bien, donc soit le louer, soit le vendre. Mais attention, s'il veut, ou l'habiter bien évidemment, le vendre, s'il veut le vendre, il doit quand même toujours payer la rente. S'il le loue, Norbert, il doit toujours payer la rente, ça ne change rien. D'ailleurs, la rente est augmentée la plupart du temps. La règle générale, nous, on propose 30% d'augmentation. La personne quitte son logement, elle est en maison de retraite, ça coûte cher, la rente augmente de 30%. Mais Norbert peut avoir normalement la pleine propriété, mais attention, s'il veut vendre le bien, il faut qu'il puisse garantir la rente à la personne qui est en maison de retraite. Et dans son contrat, il doit y avoir un privilège de vendeur qui fait qu'on ne peut pas vendre tant qu'on ne peut pas lever ce privilège de vendeur. Donc pleine propriété seulement si... Seulement, ça dépend ce qu'il va en faire de sa pleine propriété, mais seulement si son contrat l'autorise, ou alors que ça peut être une négociation après le contrat, son crédit rentier l'autorise. D'accord. Si ce n'est pas prévu dans le contrat, on peut toujours négocier et dire... C'est-à-dire qu'on peut mettre un terme au viager, mais ça veut dire que la somme restant due, et sur une évaluation du valeur du bien, on est capable de payer en une fois un capital qui arrête la transaction. En fait, voilà, c'est le cas où il veut vraiment vendre. À ce moment-là, il faut qu'il ait une somme auprès d'un établissement bancaire qui garantisse la rente. Si ça n'a pas été prévu dans son contrat, il peut tout à fait aller voir la personne âgée et dire voilà, moi je vous paye la rente tous les mois, mais vous êtes en maison de retraite, vous voulez plus, je vous propose de vous donner plus tous les mois et d'abandonner votre droit d'usage. D'accord. Voilà. Alors, question de Ben qui réagit en vous écoutant. Vu l'allongement de l'âge de mortalité, ne pensez-vous pas que le viager convient plus pour un investissement que pour l'acquisition de son logement? Plus pour un investissement que pour une acquisition de logement. Ça dépend quel âge on a. Nos plus jeunes clients ont un peu moins de 30 ans, donc c'est clair que c'est des vrais investissements et ils font des vraies affaires puisque du coup ils achètent souvent des personnes qui ont dans les 60 ans, donc avec une belle espérance de vie, effectivement. À 60 ans, une femme a presque 30 ans d'espérance de vie, mais quelqu'un qui a 30 ans peut acheter. C'est dans l'ordre logique, c'est un bon investissement. Après, effectivement, vouloir acheter pour en faire sa résidence principale, c'est dangereux. On a une espérance de vie, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête. Donc il faut vraiment qu'il y ait au moins, on va dire, 20 ou 25 ans de différence d'âge. Vous voyez, moi je vais avoir 40. Si je devais acheter une résidence principale, ça serait une résidence principale pour ma retraite. J'ai 40 ans, imaginons que j'achète une résidence principale qui appartient à quelqu'un de 80 ans. Bon, à ma retraite, théoriquement, dans 25 ans, lui aura 105, effectivement, j'aurai une résidence principale. Mais c'est plus de l'investissement, sauf si on est jeune. Voilà, on a 30, 40 ans et on se dit je l'achète, pas pour tout de suite. D'accord. Voilà, pour plus tard. Très bien. Vous avez évoqué tout à l'heure l'imposition et on a eu quelques questions qui nous sont arrivées.
D'abord celle de Patricia qui vous dit « Pouvez-vous me dire s'il est normal de déclarer 2 fois une rente viagère, une fois à l'impôt sur le revenu, une autre fois à l'ISF ?» Alors, déclarer une rente viagère, oui, c'est-à-dire qu'on va déclarer au niveau de l'impôt sur le revenu que l'on paye une rente viagère. Pourquoi on le déclare? On ne va pas être imposé là-dessus, on la paye, on n'aura aucune déduction, mais pour informer l'administration fiscale qu'une personne âgée touche la rente, parce qu'elle va devoir la déclarer de son côté et va payer des impôts dessus, avec un fort abattement. Mais elle paiera des impôts. Donc ça, c'est un côté. De l'autre côté, effectivement, le viager va rentrer dans le calcul de l'ISF, puisque on va devoir mettre sur son document, sur sa déclaration ISF, le montant de la rente capitalisée. Je m'explique, on va devoir dire j'ai payé tant de bouquets, donc par exemple 100 000, et la rente capitalisée, je mets 500 € par mois, mais avec l'espérance de vie, combien ça donne? C'est ce montant-là qu'on déclare sur l'ISF. C'est deux choses, c'est comme un appartement classique. J'ai des loyers, je déclare à l'impôt sur le revenu mes loyers, je suis imposé. Sauf que là, en viager, on n'est pas imposé. C'est l'avantage, il n'y a jamais de loyer, pas d'impôt, pas de problème. Mais par contre, dans l'ISF, on va quand même déclarer. J'ai mon appartement classique, je le déclare. Il vaut 300 000, je suis taxé sur 300 000. Si c'est un viager, toujours le même exemple, 79 ans, 300 000, je déclare au total en fait 191 000. Donc j'ai moins d'ISF à payer. D'accord. En rappelant que pour l'ISF, c'est l'usager du bien qui déclare à l'ISF et pas le propriétaire. Alors, là, il y a une petite nuance. En viager, c'est le propriétaire, donc le nu propriétaire qui va déclarer le bien. Il va déclarer sa valeur de nue propriété, sa rente capitalisée, les 191 000. Dans le cas d'un achat pur de nue propriété, c'est différent. Parce que si c'est juste une nue propriété et que la personne âgée garde l'usufruit, c'est elle qui paye la taxe foncière, les travaux, etc., etc. Donc la personne âgée va déclarer l'ISF. Donc c'est que la personne âgée qui déclare l'ISF et pas l'acheteur. Donc c'est un bon moyen de défiscaliser l'ISF que d'acheter de la nue propriété. D'accord. Pour le vendeur, hein, on est bien d'accord. Mais pour l'acheteur, on se retrouve avec l'ISF, les impôts locaux. Non, l'acheteur sort de l'ISF quand il achète de la nue propriété. Quand il achète du viager, il paiera moins. Il paiera moins puisque la valeur du bien est moindre, il est occupé. D'accord. Voilà. Et c'est lui aussi qui est à charge des impôts locaux ou c'est le vendeur, le crédit rentier? Dans la répartition, ça se négocie. Voilà, c'est une chose qui se négocie. Mais c'est ce qui fait d'usage. Et ce que nous, on conseille chez BM Finance, et c'est important, il faut que ça soit gagnant-gagnant le viager. C'est ça le but. Faire vraiment du gagnant-gagnant. Donc dans la répartition, l'acheteur, lui, va payer tout ce qui est gros travaux, il va payer la taxe foncière. Par contre, évidemment, il ne va pas recevoir le loyer, donc il n'aura pas le risque des impayés, il n'aura pas d'impôt. Ça, c'est le côté acheteur. Du côté vendeur, lui, il va vivre mieux et avec moins de stress, puisque les gros travaux, c'est plus pour lui. Les charges, il en paye moins. En fait, il devient comme un locataire, un délogeable, mais du coup, il a des charges dites locatives. Donc, s'il y a une cage d'escalier à faire, c'est pas pour eux. Une toiture, c'est pas pour eux. Ça, c'est un grand stress en moins pour les personnes âgées. Ils ne payent plus la taxe foncière. Donc, globalement, la vie est plus belle et moins stressante. D'accord. Et tout ça se répercute dans la valeur du viager. Exactement. Et que l'acheteur peut ça rentre en déduction finalement, c'est ça? Exactement. D'accord. Question de Claude de bonjour, j'envisage de vendre un appartement en viager. La plus-value suivant la législation actuelle dépasserait le bouquet versé par l'acheteur. Comment sera régularisée la somme à verser au fisc au titre de la plus-value? Claude, c'est une bonne question et c'est un gros problème en ce moment. Et on a beaucoup de ventes où on déconseille de vendre quand c'est pas adapté, parce que ça va être très très simple. Il ne faut surtout pas aller chez le notaire tant qu'on n'a pas trouvé comment payer la plus-value. Puisque le bouquet, vous l'encaissez, mais s'il n'est pas suffisant, Claude, pour payer la plus-value, il va falloir sortir l'argent de vos comptes en banque. Donc il faut avoir l'argent sur ses comptes pour payer la plus-value, ou alors il faut mettre plus de bouquets pour que le bouquet paye le tout. Alors peut-être donner un exemple avec un chiffre pour que ça parle un peu plus, si c'est possible. Eh bien effectivement, et malheureusement on en a des exemples en ce moment, et c'est pour ça que c'est important. Souvent, vous savez, on va voir des agences immobilières pour faire du viager. Elles connaissent très bien l'immobilier, mais c'est particulier. Dans le viager, il y a beaucoup de notions en plus. Il y a la fiscalité. Un exemple simple, on avait un client récemment qui avait un bien depuis 20 ans. Donc évidemment, il a fait une très très belle plus-value. Ce monsieur voulait juste 50 000 € de bouquet et une grosse rente,
pour mieux vivre sa retraite. Et puis, en remplissant l'étude patrimoniale, en posant toutes les questions, on s'aperçoit que 20 ans, la détention maintenant est de 30 ans, il devait payer 80 000 euros de plus-value sur la vente de son bien. Donc forcément, n'ayant pas d'argent de côté, on lui a dit très vite, attention, si vous vendez 50, vous avez un gros problème, vous êtes endetté de 30 que vous n'avez pas. Donc la vente, elle ne pourra pas se réaliser. Quand on va aller chez le notaire va dire, ok, il y a 80 de plus-value à payer, il y a 50 de bouquet qui arrivent, monsieur, faites-moi un chèque. Donc on ne peut pas signer. Donc ça peut porter préjudice. Donc il faut bien étudier, et c'est important, en amont, quelle est la plus-value, quels sont les besoins, et mettre la plus-value et les besoins dans le bouquet pour que tout se passe bien. D'accord. Un élément qu'on rajoute tout à l'heure au montant entre la rente et la soute, du coup. Exactement. Donc finalement, le paramétrage du prix, de la répartition entre la rente et le capital qu'on touche. Et vous, c'est quoi vaut mieux tout demander plus de rente et minimiser justement cette soute ou ce que vous appelez le bouquet? Ça va dépendre des personnes, mais notre conseil en général, une fois qu'on a fait une étude, c'est qu'on va s'apercevoir qu'une personne âgée, c'est normal, elle se dit j'aimerais bien avoir 50 ou 100 000 ou plus d'argent parce que je prévois, j'ai de l'argent de côté. Et puis quand on détaille et qu'on demande des petites questions bêtes mais intéressantes, qu'est-ce que vous avez comme travaux à faire? Est-ce que vous avez de l'argent à donner à vos enfants? Est-ce que vous avez une voiture à acheter? Souvent on vous répond, je vais peut-être refaire ma salle de bain parce qu'elle est plus adaptée à mon âge, je vais peut-être donner un petit peu à mes enfants, mais finalement on se rend compte qu'elles n'ont pas réellement besoin d'un gros bouquet, les personnes âgées. Donc nous on va leur conseiller au contraire de prendre un maximum de rente. Pourquoi? Parce qu'avec cette rente, elles vont pouvoir rester chez elles. C'est ça qu'elles veulent finalement. Nos personnes âgées, elles ne veulent pas forcément aller en maison de retraite. Si elles ne sont pas encore dépendantes, elles veulent rester chez elles. Donc restez chez vous, prenez un maximum de rente, faites-vous plaisir. Il y a plein de sociétés de services maintenant qui sont formidables. Et avec cette rente, on peut les payer. Et on peut même rester très très longtemps chez soi quand on a de l'argent. Ensuite, par contre, on a d'autres cas. Et d'ailleurs, on a signé un partenariat récemment avec les Jardins d'Arcadie. C'est des maisons de retraite qui sont à taille humaine, qui sont très sympas. Là, le principe, c'est autre, c'est de dire, je vends, mais je vais vendre en viager libre, et je veux beaucoup de rente parce que je suis dépendant. J'ai besoin d'aller dans une maison de retraite. Et là, la rente que l'on a va permettre d'avoir une bonne maison de retraite et d'avoir une fin de vie très agréable. Alors, quand vous dites une bonne rente, c'est quel montant pour vous Alors ça, c'est une question difficile. Qu'est-ce qu'une bonne rente? Parce que les maisons de retraite, bon, ça coûte un certain prix. Ça coûte entre 1 500 et 5 000 euros une maison de retraite, concrètement. Une bonne rente, c'est quoi? Il n'y a pas de réponse. On a des personnes âgées aujourd'hui, c'est assez incroyable, hein, Baptiste, mais elles nous disent j'ai 500 euros de retraite. Comment voulez-vous vivre avec 500 euros de retraite? C'est très compliqué. Donc pour une personne qui a 500 euros de retraite, même 500 euros de rente, ça sera une bonne rente. Par contre, vos bureaux sont très proches Paris. Quelque part, quelqu'un qui habite dans le 7e arrondissement à Paris, qui a un appartement qui vaut 800 000 euros, a sûrement une bonne retraite, pas tous. Et quelque part, si on va lui dire 1 000 euros de rente par rapport à la valeur de son appartement, par rapport à sa retraite, ça ne sera peut-être pas beaucoup. Mais bon, le but, c'est de mieux vivre. Voilà, de mieux vivre sa retraite. Mais en termes de rente pour l'acheteur, c'est 1 000 euros, c'est conséquent, c'est pas un petit budget. Ça dépend de l'acheteur. Donc c'est pas tout le monde qui peut se permettre le viager. Ça dépend de l'acheteur. Votre remarque est bonne. Souvent on dit pas tout le monde, c'est réservé qu'à ceux qui ont de l'argent. Eh bien c'est pas vrai. Moi je veux lever ces tabous parce que y a des gens qui ont de l'argent, qui peuvent acheter des viagers, et on va même leur conseiller, puisqu'ils ont les moyens, de surtout pas en acheter qu'un, mais d'en acheter 5 ou 10. Il y a même des fonds qui font ça, comme le fonds Viager Life. Ils achètent 30 biens à Paris, ils sont tous magnifiques. Vous investissez sur le fonds, c'est réparti sur 30 biens, c'est mutualisé. Vous avez les moyens de mutualiser ou de mutualiser seul. Vous achetez 5 biens vous-même. Forcément, sur 5, il y a une personne qui va vivre plus longtemps. Il y en a une autre, malheureusement, qui va vivre moins longtemps. Mais sur 5, vous avez une espérance de vie tout à fait normale. Ça, c'est ceux qui ont les moyens. Mais ceux qui ont moins de moyens et qui aujourd'hui se disent comment je vais faire pour ma retraite? J'ai besoin de placer. Eux, au contraire, il ne faut pas vouloir un bien dans le 7e arrondissement de Paris, mais vous allez en province, il y a de très bonnes villes, à Toulouse, dans la région niçoise, à Montpellier. Là, vous avez des biens tout de suite qui sont beaucoup moins chers, avec des personnes, il ne faut pas forcément acheter une personne qui a un âge de 80 ou 90 ans, mais avec des personnes de 60, 70 ans, vous allez faire un super investissement. Vous achetez un bien à 150 000 à 50 ou 40% la réelle valeur que vous payez finalement sur l'espérance de vie sur 20-25 ans. Ça ne vous coûte pas très cher tous les mois.
Et en plus, c'est un investissement ISR, hein, vraiment social, puisque vous aidez une personne âgée, mais elle ne dégrade pas, elle est chez elle. C'est une grosse différence, hein. La personne âgée, ça fait 20 ans qu'elle habite là, ou 30 ans, elle est toujours chez elle, la télé elle est toujours au même endroit, il n'y a rien qu'à changer, elle continue à entretenir son bien, et on peut mettre une petite rente, un petit bouquet, et faire un bon placement pour sa retraite. Alors on va terminer avec la question de Marco qui vous interpelle et il vous dit « Et moralement, est-ce que ça tient la route le viager? N'avez-vous aucun scrupule à convaincre des gens de parier sur la mort d'une autre personne pour faire une belle opération financière ?» Alors je n'ai jamais parié sur la mort d'une autre personne. Ceux qui pensent de cette façon, soit faut qu'ils réfléchissent à qu'est-ce que le viager. Le viager c'est tout le contraire. Le viager c'est l'investissement ISR par défaut, l'investissement social et responsable. On va aider une personne âgée à mieux vivre chez elle. Quand on fait un calcul de je vais acheter un viager, on va regarder l'espérance de vie. On ne va pas se dire est-ce qu'elle part avant ou après, on peut se le dire, mais on va se dire elle a 15 ans d'espérance de vie. Ben, c'est pas grave, je prends un crédit sur 15 ans. Et pendant 15 ans, je vais payer une rente. Et pendant 15 ans, cette personne va mieux vivre. Elle aura plus de stress de charges, de travaux, et elle va avoir une rente et un bouquet qui va lui permettre de mieux vivre. Elle part plus tôt, elle part plus tôt, elle part plus tard, c'est le jeu, elle part plus tard. Mais il faut savoir que quand on creuse un peu, finalement, je leur souhaite à toutes, à nos personnes âgées, de partir plus tard, parce que malgré tout, quand on arrive proche des 90, 92 ans, on voit nous qu'on a beaucoup moins d'appels chez BM Finance. Pourquoi? Parce qu'à 92 ans, les personnes en général commencent à être dépendantes, et même parfois avant, et elles partent en maison de retraite. Et comme le témoignage qu'on a eu tout à l'heure, quand on part en maison de retraite, le viager devient libre, donc de toute manière, il y a une rente qui est toujours à payer, mais on a le droit de le louer le bien. Donc le loyer va payer la rente, il n'y a pas de risque. Donc en général, on n'attend pas le départ de quelqu'un, au contraire. Il y a des liens qui se tissent. Très bien, merci beaucoup Benjamin Babille qui a répondu à l'essentiel de vos questions. Il en restait quelques-unes, on s'en excuse par avance pour celles auxquelles on n'a pas pu répondre. Merci à Cécile, Steve et Maude qui étaient à la technique. À bientôt sur l'internaute.com.